Donc, Michael Vaillant, qui est informaticien, qui a créé la société Métaconnexion et qui travaille régulièrement pour le Centre national des études spatiales de Toulouse. Michael est également intervenu dans le documentaire de Dominique Filleul, intitulé OVNI, une affaire d'État. Dominique, on a déjà eu l'honneur de recevoir donc, dans une visioconférence il y a quelques semaines. Michael sera également interviewé aujourd'hui par d'illustres chercheurs en ufologie, Fabrice Bonvin, Jean-Pierre Troidec et Daniel Robin. Michael, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Depuis le temps qu'on souhaitait t'interviewer, tu es quelqu'un d'important à nos yeux, hein, dans le domaine de la recherche OVNI, même si tu es très discret. Donc, je t'ouvre le micro. Bah écoute, merci pour cette jolie présentation. Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être là et effectivement d'essayer de partager quelques-unes de mes lumières avec vous, modestes lumières, hein, s'entend, et de mon expérience aussi, effectivement, au GEPAN. Alors, bien que ce ne soit pas le sujet ce soir, et bien aussi, et il faut bien le noter, que c'est une intervention, et je le rappelle à chaque fois, qui se fait à titre personnel, c'est-à-dire que je ne m'exprime pas au nom du GEPAN. Et c'est important de le souligner. Et si jamais vous avez l'obligeance de rapporter mes propos à l'extérieur, c'est aussi de le rappeler, de façon à ce que effectivement le CNES qui tient à cette distance et à cette prudence, les choses soient claires pour tout le monde. Voilà. Donc merci de ça. Mais après, ça ne m'empêche pas, si jamais vous avez des questions, que je vous évoque voilà, mon expérience au sein du GEPAN sur les sujets qui sont publics et sur des points de vue qui peuvent être tout à fait aussi personnels, mais plutôt voilà, en toute objectivité. Et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je ne sais pas comment vous voulez le mener, mais c'est un sujet en tout cas qui m'intéresse moi depuis, allez, je vais dire peut-être maintenant plus de 16 ans, qui a démarré au début des années 2000, euh, qui démarre par la question finalement en ufologie de la preuve. Parce que là, c'est vraiment de savoir finalement comment on fait pour répondre à ces interrogations que peuvent avoir les gens qui vous disent oui, vous avez vu un ovni, mais puis quoi encore démontrez-moi que vous avez vu un ovni. Euh, et finalement, on a l'impression qu'on n'avance pas sur ce sujet, le sujet de la démonstration et de la preuve, presque depuis l'aube des temps. Alors oui, il y a des photos, oui, il y a des vidéos, oui, il y a plein de choses qui sont rapportées, mais est-ce que pour autant le sujet perce au sens est-ce que les politiques s'en emparent? Est-ce que le sujet devient réflexion, je ne sais pas moi, de sujets scolaires, philosophiques? Est-ce qu'on commence à s'intéresser à ça à l'école? Pas vraiment. C'est plutôt toujours un sujet sulfureux et tabou. Et, euh, et c'est bien cet aspect-là un petit peu sociologique qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire comment on entreprend de décloisonner le sujet. Et alors, on va parler de statistiques, bien sûr, puisque c'est la soirée, mais faut pas oublier qu'en fait, finalement, les motivations que j'ai eues là derrière, elles étaient pas simplement mathématiques, ni vraiment que scientifiques. Et je ne suis pas un scientifique non plus, au sens où, alors je suis plutôt dans la data analyse, hein, dans mon domaine de compétences, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est traiter les données depuis tout petit. Alors, je fais de l'informatique, je code depuis que je suis tout petit, mais avec ce point de vue un peu de l'anthropologue, c'est-à-dire un peu quand même un peu de haut, savoir comment on pourrait aborder le sujet avec l'éclairage et la perspective, on va dire, de l'homme du futur. Comment on pourrait imaginer que une civilisation extraterrestre ou même la civilisation humaine dans, je ne sais pas, 100 ans, 200 ans, 300 ans, euh, qui irait découvrir d'autres civilisations, euh, comment elles se comporteraient ou comment elles pourraient se comporter.
Et on a déjà eu ce genre d'approche, même sur Terre, au travers de travaux d'anthropologie et dans un domaine aussi qui s'appelle l'ethnométhodologie. Vous en avez peut-être entendu parler, savoir comment on va trouver des méthodes pour aborder des cultures différentes, comment mettre en place des process, des outils pour, entre guillemets, réaliser le contact. C'est aussi quelque part en filigrane la question qui se pose, et la question du contact. Voilà, donc je ne voudrais pas parler tout seul et me lancer sur un monologue. Tu peux, hein. Est-ce que vous voulez qu'on déroule des questions? Bien sûr, on a pas mal de questions. Je déroule une présentation, c'est comme vous voulez. On va te poser des questions plutôt. Ça va être plus sympa, plus interactif, puisqu'on a pas mal d'intervenants également qui sont experts sur le sujet. Une chose, Michael, on a le son qui est pas Alors, top. Voilà, exact. super. Il faut que Merci. je me rapproche du PC pour que vous ayez un Super. bon son. Super. Et donc moi, la première question que j'ai, c'est tout d'abord par rapport à ton cursus et ton travail au sein du GEPAN, même si aujourd'hui tu viens pas en tant que représentant du GEPAN. C'est clair, c'est précis, il n'y a pas de souci à ce niveau. Par contre, quelle est ton activité actuelle vis-à-vis de la question OVNI? Comment tu t'y investis? Et donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Très bien. Alors, au niveau du GEPAN, c'est une histoire qui s'est faite de façon assez longue. Je me suis intéressé à l'époque, déjà j'étais intéressé par le sujet OVNI comme beaucoup d'entre vous. Quand je dis à l'époque, c'était avant même de contacter le GEPAN. Mes premiers contacts ont eu lieu au cours de l'année 2006. Et c'était avant même, j'étais entre guillemets bénévole dans une association dont certains se souviennent peut-être, qui avait été montée par Jean-Pierre Petit, il avait monté l'opération Don Quichotte. L'idée à l'époque, c'était de sauvegarder entre guillemets les archives du GEPAN, alors du CEPRA. Il y avait un audit qui était en cours au niveau du CNES et ils savaient pas vraiment s'ils allaient tout jeter, enfin tout jeter entre guillemets, mais archiver ou en tout cas passer à autre chose, ou s'ils allaient continuer leur activité de traitement. Et l'idée qui avait été lancée par cette association, par Jean-Pierre Petit, qui était très bonne, je trouvais, c'était de dire, bah, écoutez, si vous en faites rien, passez ces informations, ces documents, rendez-les publics, accessibles au public, de telle façon à ce que tout le monde puisse, enfin tous ceux qui sont intéressés puissent, en tout cas, les étudier, les scanner, les traiter, etc. Et c'était l'objectif de l'opération entre guillemets Don Quichotte. Et puis parallèlement, moi je travaillais en tant que consultant dans une société d'informatique de conseil en système d'information. Et j'avais déjà des missions professionnelles avec le centre spatial, mais qui n'étaient pas liées directement à l'activité OVNI. Cependant, j'avais pris contact avec le directeur de la communication de l'époque et je lui avais exprimé mon souhait d'aider sur le sujet. Et j'avais déjà à l'époque commencé mon propre projet qui s'appelait Usfer, un site que certains connaissent peut-être, usfer.com. Alors pour l'instant, on en reparlera tout à l'heure du site. Il y a pas mal de choses à dire. Et effectivement, à l'époque, sur cette plateforme, j'avais commencé à mettre en place un système d'outils, un ensemble d'outils, une base de données géographique en particulier, pour étudier les phénomènes et les cartographier et amener des couches géographiques. J'avais montré ça au premier responsable de l'époque du GEPAN qui avait été ensuite nommé. Alors ça s'est fait d'abord en 2004 avec une première rencontre, puis une deuxième rencontre en 2005, puis il avait été assez impressionné, il avait dit ça c'est super, mais c'est déjà beaucoup trop par rapport à ce qu'on veut juste faire aujourd'hui. On veut juste consolider la base de données qui existe. Et ils étaient engagés, eux, donc sur la reprise effectivement des activités du CEPRA, avec en plus l'idée de numériser tout le fond documentaire qui existait, mais qui n'existait à l'époque que sous forme de papier. Donc il fallait aussi sauvegarder ces papiers. Et derrière, créer une indexation de tous ces documents
Et au-delà de ça, l'idée aussi finalement de l'étude qui avait été faite par le CNES, enfin, du rapport d'audit, c'était de dire il faut publier ces documents sur Internet et donc créer un site web où tout sera mis en ligne. Et j'ai participé dans ce cadre-là à la mise en ligne du site. Alors, ma mission a véritablement commencé en 2006 et en 2007, le site a été ouvert avec le succès, vous connaissez, à l'époque, c'était la première fois qu'une organisation ouvrait un site, tout a explosé et effectivement, d'un certain point de vue, j'ai envie de dire, on s'est rendu compte de l'ampleur de l'intérêt pour le sujet, en tout cas du point de vue institutionnel. C'est-à-dire que je crois que personne ne s'attendait à ce qu'il y ait eu un tel succès une telle demande sur ce sujet-là. Et depuis ce temps-là, le GEPAN continue à avoir un intérêt assez fort par rapport au public au sein de l'activité du CNES. Beaucoup de gens continuent à venir et à s'intéresser à ces documents qui sont en ligne. Donc, je rappelle que pour ceux qui ne le savent pas, que le GEPAN, c'est le groupe d'enquête et d'investigation des phénomènes aérospatiaux non identifiés et qu'il dépend du CNES, donc le Centre national des études spatiales. Je te propose, Michael, que nous commencions les questions. Donc, il y a Fabrice qui va intervenir, qui sera le premier intervenant de la soirée. Notre cher Fabrice. Bonsoir à tout le monde. Merci Najib pour cette initiative et merci à Michael pour d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est vrai que ça faisait un moment que j'avais envie d'échanger avec Michael parce que je pense que ces études statistiques sont remarquables et valent la peine d'être connues et d'être mises en avant, voilà, auprès du grand public. Donc moi, c'est vrai, de ce que je connais des études de Michael Vaillant, c'est qu'il y a effectivement une première étude qui semble montrer une courbe, qui semble montrer que le phénomène met en action ce que Jacques Vallée appelait le système de contrôle et en fait qui participe à l'apprentissage ou l'éducation de la société humaine. Et ce qu'a fait Michael, si je comprends bien, c'est qu'il a observé la distribution temporelle des apparitions d'OVNI qu'on peut qualifier de vagues. Il les a identifiées et il a dit, bah voilà, la répétition et la distribution dans le temps de ces vagues pourrait nous faire penser qu'on est en phase avec un système d'apprentissage tel que proposé par Fred Beckman et en fait la prochaine grande vague d'OVNI pourrait intervenir en 2035. Donc ça, c'est une étude que j'ai trouvée très intéressante et je pense qu'il faudrait élaborer là-dessus ce soir. Et la deuxième, c'est l'étude de 2015 qui fait le lien entre les OVNI et le nucléaire. Alors évidemment, c'est une étude qui me touche et qui me tient à cœur parce que moi-même sur le terrain, et au travers de mes études, j'ai assez rapidement fait ce lien en fait entre l'écologie au sens large, mais aussi nucléaire et les apparitions d'OVNI sur toute une facette en fait, d'apparition et de manifestation du phénomène, autant auprès des témoins, mais aussi auprès de groupes de témoins et auprès aussi de sites ou de lieux qui exploitent l'énergie fissile et nucléaire, que ce soit civil ou militaire. Voilà. Donc pour moi, ce sont les deux études qui m'intéressent et que je trouve qu'il faudrait élaborer ce soir. Voilà mon point de vue. Donc, je trouverais intéressant que Miguel explique au public peut-être la première étude, celle qui fait le lien entre les vagues d'OVNI et le système d'apprentissage. Et j'aurais des questions par rapport à cela, mais peut-être que je vais laisser Miguel expliquer cette étude avant que je rebondisse avec des questions. Ben écoute, avec grand plaisir. Donc pour le coup, je vais prendre la main sur la présentation que j'ai préparée. Et je vais peut-être pas passer toutes les slides en revue, mais on pourra s'arrêter. Et surtout, soyons interactifs, c'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez des questions, vous m'arrêtez et bien sûr, vous me les posez. Bien sûr. On se dit combien de temps, Michael, pour la présentation ? Sur la première partie, on va commencer par, comme l'a suggéré Fabrice, par les vagues d'observation. Voilà, ça marche, parce qu'il y a pas mal de questions derrière. Et au fur et à mesure, de toute façon, je m'arrêterai là. Ça marche, ok.
Et puis voilà. Et puis entre-temps, si vous voulez qu'on s'arrête, on s'arrête. Il n'y a pas de souci. Pas de souci, on y va. Il y a cette citation que j'aime bien, qui est une citation de Bernard Shaw, qui dit « Il y a deux sortes de savants, les spécialistes qui connaissent tout sur rien et les philosophes qui ne connaissent rien sur tout. » Et pourquoi j'aime cette citation? Parce qu'en fait, finalement, elle montre bien qu'il y a souvent deux états d'esprit. Deux états d'esprit qui, pour moi, sont complémentaires quand on approche des sujets ou des mystères. C'est-à-dire qu'il y a celui du philosophe qui finalement, au fur et à mesure de sa vie, connaît de plus en plus de choses, mais à force de connaître plein de choses, n'arrive plus à localement avoir forcément un avis pointu. Et à la fin, il y a tellement de choses à connaître que de toute façon, à la fin, on ne maîtrise plus grand-chose. Et il y a le spécialiste, et ça, c'est un peu entre guillemets, le mal de la science, mais qui devient tellement hyper spécialiste que le scientifique, à la fin, est sur un domaine tellement pointu qu'il a du mal à travailler avec les autres scientifiques. Ce sont tous les problèmes qu'on a aujourd'hui sur ce sujet-là, qui est par essence transdisciplinaire et qui mérite souvent de sortir de son domaine et d'aller voir ailleurs ce qui se passe pour essayer de le comprendre. Donc, il faut faire des allers-retours entre ces deux états d'esprit, j'ai envie de dire, quelque part, pour arriver à en sortir quelque chose. Voilà, ça, je l'ai résumé aussi dans ce schéma-là. Cette double approche, on peut aussi la voir comme une approche bottom-up. C'est une approche où on part un peu des données, des faits du monde réel. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à un sujet de façon assez étroite. Et on n'a aucun préjugé. C'est-à-dire une approche, j'ai envie de dire, sans hypothèse a priori. Et à un moment donné, on va essayer de faire parler ces données. On va essayer de trouver du signal dans le bruit, dans l'information. Et à un moment donné, on va se poser les questions sur ce qu'on a trouvé. Et on va, à ce moment-là, faire venir l'approche complémentaire par le haut. On va prendre du recul par rapport à ce qu'on a trouvé et on va essayer de poser des hypothèses dessus. Et ces hypothèses, comme je le disais tout à l'heure, souvent je les ai posées, moi, en me mettant dans la peau de cet anthropologue ou de cet homme du futur, en me disant qu'est-ce qui pourrait l'intéresser finalement. Et c'est toute la question aussi là derrière de la preuve. C'est-à-dire, avec tout ça, comme je le disais tout à l'heure, comment on arrive à percer, comment on arrive à hacker le mystère des ovnis. C'est vraiment un peu mon obsession. Le problème, c'est que la preuve scientifique, ici, n'existe pas. Quand je dis elle n'existe pas, c'est la preuve par A plus B. Personne n'en a fait vraiment la démonstration. Au mieux, on arrive à une preuve, entre guillemets, statistique. Et certains vont dire que la preuve statistique, c'est pas scientifique. Et pourtant, en fait, les statistiques sont très présentes aussi en science aujourd'hui. Mais on est plus proche de ce point de vue-là de la preuve juridique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour faire des statistiques, et pour faire des statistiques qui soient valables, il faut amener une quantité d'informations importante. C'est-à-dire qu'il faut trouver sur le phénomène, sur le sujet qui nous intéresse, des points d'approche, des données qu'on puisse extraire de façon récurrente et fiable sur un grand nombre de cas. Et là, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il ne faut pas l'oublier, c'est la communication des preuves. Alors, pourquoi le deuxième point? Parce que, j'ai envie de dire, si on se contente du point 1 ici, de la preuve, la preuve juridique, et que quelque part, on ne la communique pas, ça n'aura pas beaucoup de valeur. Et on est aussi dans ce phénomène un peu comme j'ai souvent l'impression que c'est dans l'idée de ce qui est vrai, c'est ce qui est vu à la télé. Quelque part, ça prend du sens parce que ça a été communiqué largement. Et une vérité, des fois, même si elle est fausse, au fond, devient vraie parce que des millions de personnes la partagent. Donc, c'est plus dans l'esprit de dire, là, il faut arriver à toucher des gens, et des gens qui sont assez différents. Faut sortir aussi des communautés habituelles ufologiques. C'est-à-dire que souvent, malheureusement, les sujets ufologiques sont traités que par, entre guillemets, des ufologues. Et on en oublie le discours, quelque part, qu'il serait bon d'avoir, par exemple, avec vis-à-vis d'autres communautés, comme les scientifiques, ou comme les politiques, ou encore, je sais pas moi, là, une personne qui est chez elle et qui ne s'est jamais intéressée à ce sujet. Donc ce sont des vraies questions
Et j'y reviendrai à la fin. On est dans cette idée-là, c'est-à-dire qu'à phénomène extraordinaire, preuve extraordinaire. C'est Carl Sagan qui disait ça. Ça aussi, c'est une phrase que j'aime beaucoup et qui résume un peu la méthodologie aussi que j'ai mise en place au GEPAN. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans notre travail, l'objectif, c'était d'arriver à trouver des moyens, entre guillemets, objectifs de classer. C'est-à-dire, pas être simplement dans « moi, je pense que ça va être classé B, C ou D parce que je trouve que ça le mérite ». Et malheureusement, pendant trop longtemps, trop de classifications se sont faites comme ça. Et c'est aussi la difficulté du travail avec les données, j'ai envie de dire, de type OVNI. C'est-à-dire que si vous allez travailler sur la classification ABCD, c'est de maîtriser, entre guillemets, ce contexte de travail. Je prends un exemple très simple. Si vous avez un cas d'observation, vous le présentez à une vingtaine de personnes, moi j'en ai déjà fait l'expérience, différentes, vous allez à la fin avoir une répartition des propositions de classification qui seront très variées. C'est-à-dire, alors, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, la classification du GEPAN officielle, entre guillemets, c'est A, B, C, D. A, phénomène totalement identifié. B, phénomène totalement identifié. On sait que c'est par exemple, je ne sais pas moi, un ballon sonde et on sait qui l'a lancé. Phénomène de type B, c'est à peu près identifié. On a plutôt l'impression que c'est un avion, mais on n'a pas forcément. On a bien l'impression que c'est un avion, mais on n'a pas, par exemple, le numéro de vol et la compagnie. Donc on n'a pas la source. Mais a priori, on touche du doigt la bonne hypothèse. Et de l'autre côté, D, c'est de dire, bon, il y a eu quelque chose, mais objectivement, il y a eu quelque chose, mais on ne sait pas dire ce que c'est. Et donc, il n'y a aucune hypothèse tangible qui a été retenue. Et enfin, la catégorie C, qui pour moi n'aurait jamais dû être là, en fait. C'est une catégorie quelque part, entre guillemets, poubelle. Elle est plutôt du domaine de l'enquête, c'est-à-dire qu'elle est du domaine de l'avancement et du travail qui est fait. C'est-à-dire qu'on commence à travailler sur une enquête, on commence à récolter des données, et à un moment, on se rend compte qu'on ne peut pas conclure. On ne peut pas conclure parce que le témoin n'a pas donné toutes les informations, on n'a pas, je ne sais pas, l'heure par exemple. Ou alors, le témoignage est beaucoup trop pauvre. Dans ce cas-là, plutôt que de conclure et de dire une bêtise, il vaut mieux dire, bon, c'est inclassable en l'état actuel des choses, donc ça c'est la catégorie C. Et peut-être que si un jour on a d'autres informations, on pourra reprendre l'enquête et on pourra reclasser. Mais finalement, comme c'est du point de vue, enfin, comme c'est du domaine de l'avancement de l'enquête, on est en amont, et ce C, pour moi, a toujours été mal, entre guillemets, c'est une notation qui est un peu malencontreuse. Voilà. Ça aurait peut-être dû être pas une lettre, mais autre chose. Donc, on se retrouve comme ça avec ces trois catégories, entre guillemets, principales, qui signifient qu'a priori, il y a eu quelque chose d'objectif. Mais ça ne suffit pas. Entre guillemets, ça ne suffit pas de dire qu'il y a des dés, parce que demain, vous voyez un ovni se poser chez vous, encore une fois, vous faites une photo, vous apportez ça comme preuve à la presse, vous dites ah, c'est super, etc. Mais est-ce que ça va faire bouger les lignes? Rien n'est moins certain. Rien n'est moins certain, même si on vous annonce que votre photo est authentique, etc. En fait, qu'est-ce qu'on cherche en termes de preuves? C'était toute la question, et c'était aussi la question que je me suis posée en me disant, bon, comment on pourrait faire bouger les lignes? Et plutôt en essayant d'aller effectivement chercher la communauté scientifique, c'est-à-dire trouver une preuve qui soit, entre guillemets, indiscutable, parce que même si on vous dit, votre photo, bon, a priori, elle est correcte, il y aura toujours entre guillemets, le doute dans l'esprit de certaines personnes. Et évacuer ce doute, c'est une grande question. Alors bien sûr, la stratégie de communication que vous mettez en place en fait partie. Alors c'est un peu comme ça que j'ai commencé à travailler sur USPHER, c'est-à-dire que j'ai commencé à me dire sur quelles données on va travailler pour essayer effectivement de trouver, d'évacuer ce doute avec cet objectif de faire parler les données au sens, on va trouver deux types de données. On va trouver deux types de données qui sont tout le temps présentes. On a la donnée d'observation avec l'heure, la date et l'heure, quand est-ce que le témoin a vu le phénomène, et la donnée de localisation du témoin. Et ces deux données, globalement,
sur la majorité des témoignages dont l'on dispose, sont présentes. Et ce qu'il y avait d'intéressant aussi, c'était d'essayer de sortir de la remise en cause du témoignage individuel. Parce qu'effectivement, le nœud du problème, il est là aussi. À chaque fois, on va arriver avec un nouveau témoignage, on va enfiler les perles sur un collier, et on va vous dire, ben voilà, ce témoignage, il vaut rien, même si, objectivement, il est bon, même si, à la limite, il fait un dé. Vous aurez toujours des communautés pour considérer que les preuves qui sont là ne sont pas suffisantes. Et l'objectif dans le travail, donc, c'était de trouver une relation, finalement, entre des témoignages qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que si, et c'était vraiment la question de fond, si jamais le phénomène, entre guillemets, est, entre guillemets, intelligent, s'il est structuré, est-ce que cette structure, on peut la faire émerger? Et est-ce qu'on peut la faire émerger de données peut-être aussi simples que la date, l'heure et la position dans l'espace, mais qui, avec des centaines, voire des milliers de témoignages, se consolident au fur et à mesure et forment une énorme masse de données. Et entre guillemets, contrebalance la pauvreté de l'information individuelle de laquelle on part, d'une part. Et d'autre part, l'idée de partir de témoignages de personnes qui ne se sont jamais vues, jamais connues, et d'essayer de les croiser ensemble à l'échelle de générations, en essayant de se dire on va peut-être trouver quelque chose. Là aussi, c'était assez séduisant. Séduisant sur le plan de la démonstration, parce que finalement, si vous trouvez un signal, même s'il y a du bruit dans vos données, on ne viendra pas remettre en cause, on pourra en remettre en cause certains, mais le signal, à un moment donné, il n'arrive pas par hasard. Donc, et comme les données n'ont pas été choisies non plus, même si on les trafiquait, pour arriver à se faire ce signal, il faudrait sacrément réfléchir. Donc, il y avait cette, entre guillemets, cette approche qui m'intéressait. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler en 2004. C'est comme ça que j'ai commencé à monter le site Usphère, en commençant à monter une base de données, une énorme base de données sur les phénomènes. Et j'ai voulu travailler sur les aspects spatiaux. Alors ça, on reviendra ensuite là-dessus, donc je vais pas trop élaborer. Michael, j'ai une question, excuse-moi de te couper. Je t'en prie. D'où te provenait la donnée? Là, en l'occurrence, j'allais le dire justement, elle venait juste d'une base qui a été montée par Larry Hatch. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un Américain qui maintenant est malheureusement décédé, mais qui vivait en Californie et qui a monté cette base depuis, je crois qu'il avait commencé à la fin des années 70. Et c'est une base qui là, en l'occurrence, quand j'ai pris cette photo avec 17 700 événements, c'est-à-dire phénomènes d'observation, qui était basée sur une revue de presse, une revue de littérature du monde entier. Donc, il avait pris des bouquins et il avait sourcé chacune de ces observations saisies. Et il en a fait alors au début, il avait travaillé sur DOS. Jacques Vallée le connaissait bien. Je sais qu'ils avaient échangé sur ce sujet à l'époque. Et il faisait un travail qui était assez sérieux, où il allait en plus qualifier chacune de ces observations suivant, alors je ne sais plus combien il en avait, une 30 ou 40 critères. C'est-à-dire, est-ce que le phénomène s'était posé, est-ce qu'il y avait des êtres qui étaient sortis, etc. Et au-delà du fait qu'il y avait effectivement la date, le lieu, la forme, etc., il avait réussi à coder ça de façon très très intelligente, parce qu'à l'époque, les systèmes informatiques avaient très peu de mémoire, de façon à ce que ça tienne sur un minimum de mémoire, et tout tenait sur une disquette de l'époque. Et quand j'ai pris connaissance de ce logiciel, alors il avait un petit site web maintenant qui n'existe plus, mais qui s'appelait UDatabase et qui présentait des cartes du monde et quelques clichés de son outil. Malheureusement, son outil, il l'avait jamais converti au Windows récent. Et donc il fallait rester à l'exécuter sous DOS. Et je n'en avais qu'une version en plus qui était à moitié décodée, je veux dire, et majoritairement codée. C'est-à-dire qu'en gros, il avait un système de mots de passe, etc. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à cela, et j'en avais parlé à Jacques Vallée, qui m'avait dit c'est son voisin. Donc voisin, alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire pour lui, mais soit il était à San Francisco, soit il était à quelques, en tout cas, dizaines de kilomètres de chez lui.
Et un jour, il n'avait plus de nouvelles depuis un moment, et je l'avais relancé. En fait, il avait fait un AVC. Et donc, j'ai dû, à un moment donné, en tout cas, pour avoir les données complètes, j'ai dû décoder le système, enfin le cryptage qu'il avait mis en place, qui heureusement n'était pas très compliqué. Et j'ai pu extraire tout ça, finalement, le mettre dans une base de données plus récente qui était Access, et ensuite le travailler avec Excel. Alors, c'est les points qu'on voit sur l'écran, c'est là où il y avait des observations. Et ce qui est frappant, hein, tout de suite, ce qu'on voit, et la difficulté aussi que ça pose, ces bases de données, c'est que c'est très hétérogène. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le monde occidental qui est représenté, et un peu on va dire l'Amérique du Sud, l'Australie, et puis le reste du monde très très pauvre. L'Afrique en particulier est très pauvre. La Russie, on sait qu'il y a une ufologie russe qui est assez active, mais là, elle n'est pas du tout représentée. C'est peut-être un problème de langue, hein, mais en tout cas, il y avait cette difficulté. Et quand j'ai commencé à voir ça, je me suis dit, mince, c'est dommage parce que pour mes études, à l'époque sur Rusfer, où j'étais parti sur des études environnementales, c'est-à-dire dans l'espace, je voulais d'abord regarder cette variable. C'est pas terrible parce que c'est justement très ciblé. Et ça dépend aussi de l'activité ufologique. Si vous avez des gens qui sont sur le terrain, qui vont récupérer les témoignages, évidemment, ils remontent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs. Ça veut dire tout simplement que là, il y a des gens qui s'y intéressent. Et c'est pour ça que, bon, j'étais un peu déçu, entre guillemets, mais en même temps, j'avais cette approche environnementale à l'époque, et j'ai fait un accro, entre guillemets, à cette recherche. Je me suis dit, j'ai commencé à regarder un petit peu dans le temps, parce que là, pour le coup, c'était plus intéressant. Et pourquoi dans le temps aussi? Parce que l'intérêt de sa base, c'est que finalement, il avait pris depuis, alors ça montait, ça commençait avant 1946. Hein. Il avait commencé à la fin du 19e siècle, les premiers cas dans sa base, jusqu'à nos jours. Mais globalement, c'était que du bruit de fond avant 46. Il y avait très peu de témoignages. Donc j'ai commencé, en gros, même, je crois que j'ai dû commencer en 44. Et j'ai regardé ça. Et après, c'était bien couvert. Et bien couvert par la littérature et relativement homogène. Et alors, ce qu'on voit, c'est ça. C'est qu'on voit ces fameuses vagues d'observation. On les voit très nettement apparaître. Et effectivement, de là, on rebondit sur les sujets qui nous intéressent. On pense et oui, système d'apprentissage, etc. Mais bon, j'étais un peu têtu et je me disais, je vais quand même chercher des choses avec l'environnement. Alors, je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont essayé. Hein. Il y en a qui avaient cherché des corrélations avec les planètes, des choses comme ça. Mais il y a un sujet qui m'intéressait en particulier, et on y reviendra, c'était le Soleil. Alors, pourquoi le Soleil? Parce que c'est un risque systémique environnemental. Ce que j'appelle un risque systémique environnemental, le Soleil fait peser sur la Terre et notre civilisation un problème majeur, tout aussi bien que le nucléaire. Et alors c'est connu pour certains, beaucoup moins connu pour d'autres. Mais déjà à l'époque, si vous voulez, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé, que j'avais pas mal étudié. En particulier sur un autre sujet qui concernait ce qu'on appelle les prophéties de fin du monde, prophéties eschatologiques, où j'avais croisé un grand nombre de prophéties en me disant s'il y a un phénomène qui se produit à l'échelle du globe récurrent, qu'est-ce que ça pourrait être? S'il a été vécu par plein de civilisations dans le passé, il y aura peut-être des points communs. Et finalement, quelque chose qui s'approche d'une éruption solaire dans ces prophéties est sorti. Alors, de fil en aiguille, hein, c'est pas venu immédiatement, vraiment par émergence, encore une fois. Et du coup, nous voilà partis dans ces données j'ai envie de dire, là, chronologiques, à chercher un rapport avec l'activité du Soleil. Alors, j'ai testé ce qu'on appelle des signaux sinusoïdaux, c'est-à-dire qu'en forme de vagues répétitives. C'est ce qu'on appelle chercher des transformés de Fourier, d'essayer de réduire ces vagues à des sommes de signaux sinusoïdaux décalés et plus ou moins amplifiés. Et avec ça, on reconstruit à peu près ce qu'on veut. Mais ça marchait pas bien. Il n'y avait pas de signal fort qui émergeait.
Et puis finalement, j'ai repris un code, un très très vieux code informatique qui avait été utilisé par l'ARIACH, qui m'intéressait beaucoup, qui consistait à mesurer 2 par 2 les distances temporelles entre chaque vague, entre chaque pic. Mais alors c'est plus qu'entre les vagues, c'est entre même chaque petit pic qu'on peut voir sur les écrans. Parce qu'il y a quand même la problématique de la définition d'une vague. C'est aussi, qu'est-ce qu'une vague? Alors je crois que personne s'est vraiment posé la question. Hein. Enfin, à partir de quand on considère qu'on a une vague? Est-ce que c'est 10 événements de plus que la moyenne? Est-ce que c'est 100? Et puis quand est-ce qu'il faut les regarder, les vagues? Est-ce qu'il faut les regarder comme le graphique d'en haut à la semaine ou comme le graphique d'en bas au mois? En fonction du nombre de cas que vous allez moyenner à la semaine ou au mois, vous allez agréger plus ou moins les données entre elles et vous allez faire monter plus ou moins les pics. Parce que vous allez avoir quelque part des pics mous avec, j'ai envie de dire, beaucoup d'observations sur une durée très longue. Et si on regarde des durées très longues de, je sais pas, 3 mois, ça va vous faire un pic énorme du coup. Ou alors le pic très très aigu, très rapide, mais qui disparaît ensuite pendant plusieurs semaines. On ne le voit que sur 3 jours. Et voilà. Et du coup, ça peut lisser ce phénomène de vague. En tout cas, ça peut le transformer en fonction de l'échelle de temps, j'ai envie de dire, à laquelle vous regardez les choses. Donc, il y a, entre guillemets, cette problématique à poser quand vous faites une étude sur les vagues. Et donc, là, en l'occurrence, je ne me suis pas intéressé justement à cette moyenne, je me suis plutôt intéressé directement à l'écart de temps entre 2 phénomènes. Alors, ça représente typiquement, ce sont des zooms sur les principaux pics qu'on a pu voir dans les schémas d'avant. Je les ai numérotés V0, V1, V2, V3, V4, etc. jusqu'à 10. C'est ces chiffres, enfin, ces notations que j'ai mises là. Et ça fait une structure que vous voyez à droite, en moyenne. Ça, c'est juste la projection moyenne de ces vagues. En gros, vous multipliez par, on va dire, 12. Vous passez de 6 cas par jour en moyenne à 60 en moyenne par jour. Et une vague, ça va durer à peu près, à peu près une semaine. Et au bout d'une semaine, ça s'est calmé et vous avez un petit rebond après. Alors ça, le petit rebond, jamais trop creusé. Est-ce que c'est un effet de bruit dans les données? Je ne sais pas. C'est pas forcément significatif. Mais ce qui était très intéressant, quand j'ai commencé à regarder ces écarts, c'était ça. Ça, c'est quoi? C'est de voir qu'il y avait des écarts en fait qui étaient très particuliers entre les vagues. Très particuliers dans le sens, ils avaient une régularité, mais qui n'était pas une régularité cyclique, au sens répétitive. C'était une régularité au sens, c'était une fonction, ce qu'on appelle exponentielle, c'est-à-dire qu'il y a un espace entre chaque vague qui augmentait de façon régulière et de plus en plus dans le temps. Régulière, quand on dit exponentielle, c'est du type, on va doubler ici le temps à chaque fois entre chaque vague. Donc on va passer de 1 à 2, puis à 4, puis à 8, 16, 32. C'est un peu l'idée. Ça se voit pas immédiatement en plus parce que c'est comme s'il y avait plusieurs systèmes de vagues. C'est-à-dire que en haut, j'ai relié certains pics entre eux, en jaune, mais ça ne relie pas tous les pics. Et en bas, vous allez relier d'autres pics entre eux par d'autres écarts en orange et qui vont être en complément, j'ai envie de dire, de ces relations qui sont en haut. Et ce qu'il y a de remarquable, en fait, c'est que ces écarts suivent une loi, donc cette loi qui est une loi en puissance de 2. C'est-à-dire avec des écarts qui sont quasi parfaits. En tout cas, sur les écarts qui sont en jaune, les marges d'erreur sont extrêmement faibles. Et là, sur le moment, j'ai été effectivement sidéré. Et alors je me suis dit, bon, effectivement, ça correspond à rien de cyclique, donc exit le Soleil, exit les planètes, exit tous les phénomènes naturels, etc. Et il restait la bonne vieille théorie de l'apprentissage. Mais ce que tout le monde ne sait pas sur cette bonne vieille théorie, c'est ça. C'est qu'en fait, et ça, c'est plutôt un développement moderne, j'ai envie de dire. C'est plutôt un développement des années 90 et début des années 2000.
c'est que si vous voulez apprendre quelque chose à quelqu'un, ou si vous voulez apprendre une leçon, il vaut mieux éviter un apprentissage, on va dire, répétitif. C'est-à-dire, effectivement, vous apprenez 10 fois de suite votre leçon et au bout de la 10e fois, c'est bon, vous l'avez enregistré. Il vaut mieux utiliser un apprentissage qu'on appelle espacé dans le temps. Et précisément, ce qu'ils ont mesuré, parce que c'est les psychocogniticiens qui font ça, les psychologues, en général, et là ça m'a fait vraiment sourire et très intéressé, un apprentissage qu'on appelle en puissance de 2, exactement comme nos espaces au-dessus, entre nos vagues d'observation. C'est-à-dire, tu apprends ta leçon à T0, et puis le lendemain, tu réapprends, et après, tu doubles le temps qui se passe. Tu apprends à T plus 2, 4, 8, 16, etc. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, selon cette méthode, l'objectif, c'est d'être, entre guillemets, un peu feignant. Je veux apprendre une leçon, mais je veux passer un minimum de temps à apprendre cette leçon. Et en gros, passer un minimum de temps, ça veut dire aussi, je veux passer un minimum d'énergie. Et plutôt que de réapprendre tout, à chaque révision, comme vous le voyez sur le graphique, je vais juste rappeler ou en tout cas reprendre ma leçon sur les mots ou les termes que j'ai oubliés. Donc je vais insister en fait sur les difficultés que j'ai rencontrées, c'est-à-dire uniquement sur ce qui a été oublié. Et l'objectif de chaque rappel, c'est de faire ça, c'est de revenir sur à chaque fois sur chaque élément qui ont été oubliés. Et en fait, ça va créer effectivement ce qu'on appelle un peu en creux, quand on apprend sa leçon et qu'on connaît 100% de ces mots, il y a ce qu'on appelle un oubli qui se produit. C'est-à-dire qu'on oublie petit à petit ces éléments et on oublie toujours un pourcentage de ce qu'on a appris. Au fur et à mesure du temps, au début, on a beaucoup de choses à oublier, donc on oublie très vite. C'est exactement comme la désintégration radioactive, j'ai envie de dire. Au début, il y a beaucoup de choses à désintégrer, et puis à la fin, il y a beaucoup de moins en moins de choses à désapprendre et à désintégrer, et donc à la fin, on oublie moins vite. Mais à chaque rappel, ce processus va se reproduire, mais moins rapidement. Et ce qui avait d'intéressant, et ce que j'ai noté à l'époque, c'est ce qu'on dit en général, c'est que sur une connaissance simple, et c'est là que ça rejoint aussi notre sujet, au bout de 5 rappels à peu près, on considère qu'une connaissance est stabilisée à l'échelle d'une vie. Alors pourquoi l'échelle, d'une vie d'un homme? C'est-à-dire qu'en gros, tu as fait 5 révisions sur un sujet simple. Le temps qui va s'espacer, la prochaine révision sera suffisamment lointaine dans le temps pour que ce soit à peu près OK. Et ça, effectivement, c'est le schéma que semblent prendre nos vagues. Et d'une part, et d'autre part, ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène se rencontre aussi non seulement à l'échelle d'un individu, mais aussi à l'échelle d'un groupe. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui a été observé pour par exemple, des chaînes de travail, sur des ateliers en mécanique. On voit que plus le nombre d'individus est élevé, plus aussi le temps entre les apprentissages sera augmenté. Et il y a d'inertie, en quelque sorte. Et c'est comme si le phénomène, finalement, à l'échelle de l'humanité, et c'était toute la question, tenait compte de cette inertie, de cette énorme masse, entre guillemets, à mobiliser, et qu'il fallait entraîner. Voilà. Alors ça, c'était une remarque globalement qui s'est faite. J'ai envie de dire. Alors j'ai dû la publier à peu près autour de 2006 à l'époque, mais quelque part que j'ai mise dans un coin en me disant waouh, c'est vachement intéressant, c'est remarquable, mais ensuite, est-ce que quelque part, et c'est un peu comme la théorie de l'apprentissage quelque part qui avait été proposée à l'époque, est-ce que ça suffit? J'étais pas totalement convaincu. Alors bien que la courbe en tant que telle soit très convaincante, la loi mathématique est très convaincante, on a un facteur, ce qu'on appelle alors là je l'ai pas noté, mais c'est un coefficient de détermination de ces courbes qui est de 10-6, qui est énorme. Mais
Mais pour autant, sur le sens qu'on peut entre guillemets, y mettre, y affecter, c'est toujours discutable. Et je voulais aller jusqu'au bout de ça, quelque part, en essayant de retrouver d'autres liens en poursuivant l'étude sur l'aspect spatial. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Donc, en fait, Michael, tu es en train de nous dire que le phénomène OVNI apparaît en fonction de ce schéma. Voilà, exactement. Et c'est ce qu'on peut voir en jaune là-haut. Et effectivement, la prochaine, et c'est là que c'est très amusant, c'est-à-dire qu'avec ce niveau de précision mathématique, on calcule très précisément la 5e vague. Alors ici, là, en haut, en jaune, il y en a 5 déjà, mais là, vous noterez que la X4, en fait, elle se trouve exactement entre la X3 et la X5. Elle est à cheval entre les deux. Et en fait, c'est une demi-vague, en quelque sorte. Tu peux nous redire les dates? Parce que là, là, je ne les ai pas marqués sur ces schémas. Vous les avez en bas. Alors, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que non, vous ne les avez même pas en bas sur ces schémas, excusez-moi. Ce sont les mêmes schémas, vous avez les mêmes dates à peu près qu'ici. Ça va de 1946 à 2000 sur ces schémas. Sauf que vous avez une notation en semaines en bas des schémas. Okay. Donc, je pourrais vous les renvoyer avec des dates si ça vous intéresse. Ouais, ça nous intéresse, ouais, si ça te Mais dérange. Après, il vous suffit de superposer les deux schémas et vous aurez la corrélation à peu près parfaite. En gros, c'est le T0 tout à droite là sur ces schémas, c'est l'an 2000. Et malheureusement, parce que la personne a eu ses problèmes de santé et elle a arrêté de suivre ensuite les données. Donc, je ne pouvais pas les exploiter après. Il y avait quelques données après l'an 2000, mais qui étaient trop faibles. Et as-tu pu corréler ces dates avec des événements particuliers sur Terre Bon, ben, ça correspond aux grandes vagues connues. Hein. Quand je dis les grandes vagues connues, on a 52, on a 46, on a des vagues dans les années 60. Donc, ça correspond en général à une vague, à effectivement des dizaines, voire plus, d'observations chaque jour à l'échelle d'un territoire qui peut être grand comme un pays ou plusieurs pays. En général, la répartition est très importante. Et est-ce que tu fais une analyse particulière de la vague de 54 en France, où tout le monde observait des ovnis relayés par des quotidiens, avec des dessins, des témoignages? Donc, on peut dire que c'est la plus grande vague française. Hein, alors 54, c'est la V3 là. Ouais. Oui, bah écoute, est-ce que je fais des liens particuliers? Oui et non. Alors, si vous voulez, j'ai jamais voulu aller trop loin parce qu'après, le sujet, entre guillemets, il est toujours casse-gueule. C'est-à-dire que à trop vouloir faire parler les données, on risque de… On se les arrange, quoi. Voilà, exactement. On risque de vouloir voir ce qu'on veut voir. Donc, il faut quand même, à un moment donné, savoir poser le crayon. Et je dis pas pour arrêter, par contre. Je dis plutôt pour essayer de trouver une approche qui soit complémentaire et qui permette de recroiser ces données. Ou qui permettent de trouver entre guillemets des hypothèses un peu pertinentes qui permettent d'exploiter différemment ces données, en tout cas de les soumettre entre guillemets à des analyses qui soient différentes. Simplement dire bon, V3 54 c'est la France. Ça, alors le seul point qui pourrait être intéressant de creuser pour l'instant, moi, ce que j'ai vu, c'est que s'il y a un phénomène d'apprentissage, et si effectivement, on a vu très clairement sur des vagues qu'il y avait des aires géographiques qui étaient concernées, alors ce phénomène d'apprentissage, il a quelque part une relation avec les espaces culturels qu'il couvre. Et ce que j'ai l'impression, c'est qu'on a deux systèmes de vagues, ou en tout cas, ou même plusieurs, encore peut-être plus que 2, 3, 4, mais qui sont superposés de telle façon, à un moment donné, ça démarre aux États-Unis, et puis ensuite, en V3, ça se synchronise avec l'Europe, et en V3 avec l'Europe, ça repart sur un autre système de vagues, et qui va être synchronisé à son échelle.
Et c'est comme si l'Europe avait pris quelques années de retard dans l'apprentissage par rapport aux US sur ce sujet-là. Et donc, on pourrait avoir une analyse, j'ai envie de dire, un peu multi-étage ou peut-être pas factorielle, mais en tout cas avec différentes entrées, c'est-à-dire des entrées qui sont plus territoriales. On va arriver à avoir quelque part l'apprentissage observé pour un groupe culturel, Amérique du Nord, puis ensuite un apprentissage pour un autre groupe culturel plutôt centré sur l'Europe, et puis peut-être pour la Chine ou l'Afrique, mais on n'a pas les données. Et ce qui est certain, ce qui est probable en tout cas, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être aussi entre guillemets, une synchronisation de ces vagues, puisqu'on le voit. Et de manière générale, ce que vous voyez, les écarts en orange, suivent exactement la même équation que les écarts en jaune là-haut, avec j'ai envie de dire, des moments différents et des trous. Et avec des croisements entre les deux systèmes. Michael, est-ce que la vague de 1896-97 aux États-Unis a été étudiée? Bonne question. Alors, je n'avais pas les données. Enfin, il y en avait quelques-unes dans la base de la RIACH, mais pas énormes. De ce que j'ai vu, c'était quand même beaucoup moins intense. Alors, après, il ne faut pas la négliger. Hein. Elle est pas mal quand même, hein, cette vague. Mais il faudrait arriver, si vous voulez, à la mettre en rapport en termes d'efforts de collecte avec les vagues modernes, entre guillemets. Parce que, Michael, tu sais, en 1896-97, tu as la vague des airships aux États-Unis. Pareil, des quotidiens qui relayent cette vague. Et puis, qui arrive en Europe en 1903-1909, en Angleterre et aux USA. Mais tu vois la différence, Naguib, là tu l'as dit, c'est que ce sont des vagues qui pour moi étaient des vagues très molles, très longues, entre guillemets. C'est-à-dire que, entre guillemets, contrairement aux vagues modernes où on a vraiment des pics qui sont très aigus, où ça va durer une semaine, on avait plutôt des phénomènes un peu mous à l'époque. C'est-à-dire que ça a duré. Oui. Peut-être que sur la durée, effectivement, ça crée un grand nombre. Et moi, des fois, j'ai presque le sentiment qu'on avait une répétition, entre guillemets. Répétition de ce qui allait se passer beaucoup plus tard. Et mais en tout cas, avec des caractéristiques qui sont similaires, au sens, à chaque fois, ces vagues ou ces observations semblent utiliser, et c'est là aussi que l'on rejoint quelque part l'aspect culturel, semblent utiliser les ressorts et en tout cas les outils symboliques pour se représenter les phénomènes qu'utilise l'homme à une époque donnée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, on évoque soucoupe volante, on va se mettre à voir des soucoupes volantes. À un moment donné, on commence à évoquer des triangles qui nous surveillent et on va commencer à voir plein de triangles qui nous surveillent. On a un effet et ça correspond aussi quelque part un peu à l'état de la conscience collective, c'est-à-dire comment la personne ou les humains se représentent aussi le futur. C'est-à-dire qu'on avait dans les années 60, on avait des ovnis avec des petits êtres qui descendaient et qui marchaient de manière robotique. Il y a une syntonisation, et c'est pour ça aussi que je dis plus tard, enfin vous le verrez, mais pour moi ce phénomène c'est un jeu de théâtre. Il y a une syntonisation entre le phénomène et entre guillemets les attentes des personnes, des observateurs, entre guillemets. Et c'est là où ça devient très compliqué ou très complexe. C'est-à-dire que on pourrait s'interroger, savoir si c'est pas un phénomène de la conscience collective humaine. Ce qui me fait dire plutôt non. Là, c'est qu'il y a ce calcul mathématique. Et pourquoi ça pourrait être effectivement une émergence de la conscience collective humaine? Parce que ce qu'on avait dans les années à la fin effectivement du 19e siècle, avec ces airships, c'est vraiment la représentation qu'on avait à la Jules Verne à l'époque. C'était encore une fois la façon dont l'homme se représentait le futur. C'est Robur le Conquérant. C'est ça. Et on a eu ce lien, et ça veut dire quelque part que s'il y a vraiment une intelligence derrière, elle ne cherche absolument pas à communiquer sur la technologie ou sur sa technologie.
Et là, c'est une hypothèse, mais c'est en tout cas, on est plus dans une forme de démonstration de réfléchissez, entre guillemets, à l'existence, entre guillemets, de peut-être d'autres civilisations ou d'extraterrestres ou de ce que vous voulez, en tout cas du contact, plus que se focaliser sur le phénomène tel qu'il est démontré, parce que de toute façon, ça correspond, entre guillemets, à l'ère du temps. Et là, pour moi, c'est quand même une caractéristique assez intéressante. Mais ce sera... Et c'est pour ça qu'on a ce genre de débat aussi avec des sociologues comme Pierre Lagrange, parce que c'est là où on va se dire, ah bah tiens, c'est la poule ou c'est l'œuf. On va retrouver dans les revues de presse de science-fiction ou dans la littérature des représentations qui correspondent parfois, alors est-ce qu'elles ont précédé ou est-ce qu'elles ont suivi? Parfois difficile de le dire, mais qui correspondent en tout cas aux observations qui sont faites. C'est troublant quand même ce qui se passe aux États-Unis, 1896-97, révolution industrielle, pollution au charbon, 54 en France, début du nucléaire civil français, les centrales russes qui se mettent en marche. Bon, on peut trouver des corrélations à chaque fois, il faut faire attention aussi de ne pas tomber dans ce jeu, mais il y a quand même des faits qui sont assez probants et qui ont lieu justement à ces dates précises où les ovnis apparaissent de manière assez recrudescente, quoi. Donc, absolument. Et après, voilà, c'est la difficulté du sujet et je le dis toujours, un bon enquêteur, pour moi, c'est quelqu'un qui ne devrait pas privilégier une hypothèse particulière quand il fait une étude. Alors oui, tu as le droit d'en poser, bien sûr, à un moment donné, mais malheureusement, on est tous guidés par nos croyances et nos envies, et on va avoir cette inclinaison naturelle, c'est naturel, hein, à un moment donné, à voir ce qu'on cherche partout. Et ça, il faut arriver à un moment donné à s'en défaire, ou en tout cas à lutter gentiment contre. Et ça nécessite aussi d'accepter les critiques, c'est ça que ça veut dire. Et pour moi, voilà, j'essaye aussi d'y faire face dans cette double approche, encore une fois, où à un moment donné, j'essaye de faire parler les données sans vraiment me poser aucune question, vraiment chercher au sein des données une structure, quelque chose qui serait un signal, qui serait entre guillemets pas normal. Et d'autre part, une fois qu'on a trouvé ça, essayer de voir si ça peut correspondre, plutôt dans un deuxième temps, finalement, à quelque chose de connu. Alors mais en même temps, voilà, faut faire des allers-retours, faut avoir les deux. Et alors l'approche environnementale, puisque tu en parles, c'est vraiment celle que j'ai voulu avoir avec Usfer à l'époque, qui est cette approche écologique, parce que je sais pas alors vous, mais moi ça m'avait toujours frappé de me dire bon sang, mais ok, les sites nucléaires, on voit des ovnis, mais pourquoi que les sites nucléaires? Enfin, il n'y a pas de raison qu'il y ait d'autres choses qui n'intéressent pas, entre guillemets, les observateurs, quels qu'ils soient d'ailleurs. Hein. Si ce sont des observateurs militaires, ce qui intéresse les militaires, c'est tout ce qui est NBC. Nucléaire, bactériologique, chimique. Ils vont s'intéresser à l'intelligence aussi. Ils vont s'intéresser à aller surveiller les postes de contrôle ennemis, donc les centres de stockage de l'information. Et là, c'était le point de vue du militaire. Et il y avait aussi le point de vue de l'intelligence, entre guillemets, de l'homme du futur. Alors, mettons-le dans ce contexte. Qu'est-ce qui pourrait nous intéresser en tant qu'homme du futur? Et en fait, assez rapidement, c'est l'idée enfin moi, je ne sais pas, mais qui s'est dégagée, en disant, on va modéliser, on va truffer notre environnement de plus en plus de capteurs. Et la trajectoire que prend l'humanité aujourd'hui, c'est de modéliser de mieux en mieux son environnement. Modéliser au sens large, c'est-à-dire on veut prévoir la météo sur Terre, on veut prévoir aussi la météo solaire, donc l'activité du soleil, on veut savoir si les volcans ils vont péter, donc on met des capteurs. Et puis on met des capteurs partout, on veut savoir là aujourd'hui où le virus est passé, on veut suivre les populations, on veut suivre les épidémies, etc. Donc
on essaye finalement de savoir où on va. Et on le voit d'autant plus si on regarde un peu les activités d'organisations comme le Forum mondial, où il y a les milliardaires se réunissent à Davos et compagnie. Et qu'est-ce qui va les intéresser, ces gens-là? C'est plutôt une vision sur Terre, et ça c'est très, très intéressant à suivre, plutôt une vision sur Terre de ce qui va se passer à 5, 10, 20, 30 ans. Pourquoi? Parce que leurs intérêts et les intérêts économiques se situent à cette échelle. Et mon objectif, c'était de voir, voilà, mettons-nous dans une perspective vraiment future, qu'est-ce qui peut intéresser en termes de modélisation une civilisation avancée à l'échelle de la planète. Ce sont pas forcément on va dire, les avatars qui peuvent avoir lieu demain dans la rue entre trois personnes. C'est plutôt les conflits à l'échelle de la société. Et c'est plutôt peut-être des problèmes écologiques, effectivement, puisqu'on voit qu'il y a cette énorme pression que met l'homme sur la nature, l'homme qui est en train effectivement de détruire son environnement, en tout cas de l'occuper, de l'investir de plus en plus, et qui va créer une rétroaction sur la façon dont on vit, inéluctable, et qui va détruire non seulement l'homme, mais aussi son berceau, c'est-à-dire que les espèces vivantes qui vivent avec nous. Et tout ça, je l'inscris dans ce que j'appelle la théorie de la complexité. C'est-à-dire qu'en gros, on étudie pas simplement l'homme, mais on étudie l'homme dans son écosystème. Et de là, voilà, s'il y avait quelque chose à chercher, je me suis dit, ce serait rationnel d'essayer de modéliser non seulement le nucléaire, mais les aspects pollution chimique, et puis les volcans, et puis mettre tous les risques, on va dire, d'un côté anthropique, qui sont liés à l'homme, et de l'autre côté, les risques naturels qui sont liés à l'environnement dans lequel l'homme se trouve. Tu as réalisé d'ailleurs une étude sur les ovnis et le nucléaire avec 2 universitaires, c'est bien ça? Alors, c'est pas venu tout de suite, effectivement. Si tu veux, j'avais poursuivi ce travail sur USPHER pendant des années. J'avais commencé à mettre en place donc cet outil sur USPHER avec des couches géographiques, c'est-à-dire en collectant les données qui pouvaient nous intéresser pour cette étude. Et ensuite, les universitaires sont venus nous contacter. Et c'était intéressant. Alors, au départ, c'était des stagiaires qui voulaient travailler avec les données du GEPAN. Mais nous avons poursuivi avec effectivement les universitaires ce travail qui était d'abord un travail de stage, un petit peu au-delà. Et c'était intéressant de creuser, de voir, d'en faire un papier, voir jusqu'où on pouvait aller. Et effectivement, à ce moment-là, bon, moi, j'ai mis à disposition les données environnementales dont je disposais. Il y avait les données du GEPAN. Et puis, de l'autre côté, eux, ils avaient leurs outils. Alors, leurs outils qui sont un peu particuliers sont des outils d'analyse mathématique qui sont intéressants parce qu'ils fabriquent des modèles qui sont, on va dire, faits pour pas, j'ai envie de dire, comparer une par une chaque couche environnementale, mais pour les mettre en quelque sorte en compétition. C'est-à-dire que quand on prend, on a par exemple 5, 6, 7, 8 couches environnementales, il y en a peut-être une, on va penser qu'il y a une corrélation très forte avec celle-là, et c'est le piège des corrélations en général. Hein. On rappellera que c'est pas parce qu'il y a une corrélation qu'il y a une relation de cause à effet. C'est important de le dire aussi. C'est-à-dire que des fois, il peut y avoir des choses qui sont des relais de transmission entre le phénomène que vous corrélez et la variable à laquelle vous l'avez corrélé. Et il peut y avoir d'autres choses, d'autres variables cachées, entre guillemets. Et donc, cette approche, finalement, consiste à mettre toutes les variables en compétition, de façon à ce qu'on n'ait pas on essaye d'éviter qu'une variable en cache une autre, finalement. En tout cas, dans celle que nous avons testée. Ce schéma-là, tel que vous le voyez, présente aussi un peu une approche un peu différente, c'est-à-dire, philosophiquement parlant, si vous avez un phénomène qui vient que vous observez dans l'environnement,
il y a trois cas de figure qui peuvent se produire. Soit il vient du fin fond de l'espace. C'est un bolide, par exemple, qui croise la Terre, c'est B2. Il vient du fin fond de l'espace, vous êtes juste sur la trajectoire. Ça peut être aussi un avion, il passe au-dessus de votre tête, mais il ne s'arrête pas parce qu'il y a quelque chose dans l'environnement où vous êtes. Il ne fait que passer. C'est ce que j'appelle un phénomène exogène, qui vient d'ailleurs, et qui est transitoire, qui passe, et à un moment donné, vous l'observez, mais c'est parce que vous êtes là et que vous êtes sur son trajet. Lui, il n'a rien à voir avec l'environnement où vous êtes. Mais dans les deux autres cas de figure, le phénomène, en général, a quelque chose à voir avec l'environnement. Et c'est pour ça qu'aussi, au-delà du nucléaire, qu'il fallait aller chercher toutes les relations possibles entre les phénomènes, entre guillemets, non identifiés et l'environnement. En tout cas, que cette stratégie peut être payante. Pourquoi? Parce que dans le cas de B1, c'est un phénomène qui vient de l'extérieur, mais à un moment donné, il vient dans l'environnement parce qu'il y a une ressource qui l'intéresse. Alors ça, c'est très général ce que je dis. Ça peut s'appliquer à vous, comme je disais. Je prends souvent cet exemple. Vous allez en Thaïlande, il y a des superbes plages, on mange super bien, et vous y allez parce qu'il y a ces ressources-là, et parce qu'il y a de la culture qui vous intéresse, etc. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement qui peut potentiellement intéresser ces phénomènes. Et les phénomènes de type A, qui sont eux endogènes, ce sont des phénomènes que vous observez et qui sont produits quelque part dans l'environnement où vous êtes. Alors ça peut être gaz des marées, des lanternes thaïlandaises qui sont jetées depuis le village d'à côté, ou une piste d'aéroport, encore une fois, mais avec des avions qui décollent d'à côté. Donc il y a une piste et les avions, ils proviennent d'ici. Et dans l'état d'esprit de cette étude, c'était de se dire, on a 2 fois sur 3, en quelque sorte, quelque chose à voir avec l'environnement, dans tous les cas de figure. Donc, et de là, l'idée de dire, on va tester tout ce qu'on peut imaginer dans l'environnement, avec les phénomènes, voir ce qui fit, ce qui va corréler. Et au sens très large, on a pris 2 types de données. On a pris des données. Alors ça, c'était juste pour vous montrer les petites images. C'était le système géographique que j'avais conçu sur Ussphere avec des couches et cartographies que je faisais. Donc il y a des superpositions différentes qui étaient possibles avec des calques avec Google Maps aussi. Là, j'ai mis juste des wireframes, des vues en fil de fer parce que souvent c'était plus simple pour lire les cartes. Tout à gauche, ça permettait des reconstructions de trajectoires. Ça, c'est le principe du sphère avec l'approche générale. Schéma que j'avais publié à l'époque en disant deuxième cas de figure qui nous a intéressés dans l'étude, où sont les risques environnementaux? Les risques qui pèsent de façon très lourde pour le devenir de l'humanité. Qu'est-ce qui pourrait être surveillé? Alors, je les ai mis en jaune. Alors, bien sûr, le nucléaire, la pollution chimique, mais vous avez l'atmosphère, vous avez les volcans et vous avez l'activité solaire. Ce qu'on a fait dans cette étude, c'est qu'on a retenu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couches, en l'occurrence. Donc, 2 couches avec l'environnement. Alors, pourquoi on a travaillé sur les données du GEPAN aussi? Parce que elles sont homogènes dans l'espace pour le coup. Contrairement aux données de l'ARIACH, tout à l'heure, où tu me posais la question sur le choix des données. Et le choix des données sources est important à ce moment-là parce que j'aurais pas pu faire une étude en vague d'observation sur la France. Ça aurait été totalement impossible. Et celui qui l'affirmerait, mon avis, il a des chances de se tromper. Alors pourquoi? Parce que le problème, si vous voulez, c'est que c'est les questions de moyens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour qu'il y ait un suivi homogène dans le temps, il faut que les moyens alloués à ce suivi soient homogènes aussi dans le temps. C'est-à-dire qu'en gros, si vous regardez l'activité du GEPAN, l'activité dans le temps, et vous regardez les vagues d'activité, ça suivra à peu près les moyens dont dispose le GEPAN pour traiter les phénomènes. Vous aurez, en gros, plus vous avez de moyens pour étudier le phénomène, plus vous pouvez mettre d'enquêteurs sur le terrain, et plus vous allez ratisser, et vous allez remonter des phénomènes. Là, on est dans l'espace, et l'intérêt, c'est que avec une pratique à l'échelle de 40 ans qui est restée homogène dans l'espace en disant le CEPRA puis le GEPAN, ils ont pour mission d'étudier tous les cas de France, c'était super. On n'avait pas de trou, entre guillemets, dans notre raquette, donc on pouvait faire cette étude.
je l'aurais bien faite sur les États-Unis et sur d'autres pays, mais malheureusement, on n'a pas les données. Et partant de là, on avait 2 couches au niveau de l'hexagone français, au niveau risque, on va dire, environnementaux humains. On avait le nucléaire, qui est la carte rouge en haut. Alors nucléaire, hein, ici, c'est pas simplement les centrales nucléaires, il faut préciser, c'est tout ce qui concerne la chaîne de traitement du nucléaire. Donc c'est aussi du stockage, c'est aussi des zones où ils vont dépolluer, etc. Éventuellement des zones où il peut y avoir des missiles. Dessous, alors ce sont des données Greenpeace, hein, en l'occurrence. Il peut y avoir des trucs cachés. Moi, je suis pas je suis pas militaire. Et en dessous, on a pris une donnée française sur c'est le ministère de l'Industrie qui l'a publié sur les zones polluées, avec tous les sites qui sont recensés en France. Et puis après, on a pris d'autres couches. On a pris, par exemple, l'ensoleillement pour l'environnement. Alors pourquoi l'ensoleillement? Parce que c'est simple, si vous avez... alors ça, on peut se le dire. S'il fait beau, les gens vont mettre le nez dehors. S'ils mettent le nez dehors, ils ont plus de chances de voir des choses. On a peut-être plus de chances de voir des choses dans le sud de la France que dans le nord où il peut pleuvoir plus souvent. Donc, bonne question, on ne savait pas. On a mis les pistes, on a mis les aéroports, les pistes d'avion. Souvent, on voit qu'il y a des activités. L'objectif, c'était aussi, quelque part, on va dire, débruiter le signal. Je ne sais pas si vous comprenez cette expression, mais basiquement, le problème dans toutes ces études qu'on pourrait vouloir mener sur la répartition des phénomènes, c'est que si vous avez des observateurs, vous avez beaucoup de phénomènes. Et donc là où il y a beaucoup d'observateurs, il y a beaucoup de phénomènes. Et en gros, si vous prenez la carte de répartition juste brute des phénomènes en France, vous aurez la carte de densité de population. C'est tout. Vous aurez Paris qui va sortir en premier, vous aurez ensuite les grandes villes, et etc. jusqu'aux plus petites villes, et en campagne, vous n'aurez pas grand-chose. Donc, quelque part, aussi en faisant ce modèle, l'objectif, c'était d'utiliser des données explicatives pour débruiter le signal. On savait que ça allait super bien corréler avec la densité de population. On va le voir après. Mais qu'est-ce qui reste derrière la densité de population? Voilà. Une fois qu'on a enlevé la densité de population, qu'on en a tenu compte, qu'est-ce qui nous reste comme anomalie? Alors, même question, une fois qu'on a enlevé l'ensoleillement, qu'est-ce qui nous reste? Et une fois qu'on a enlevé les pistes d'avion, qu'est-ce qui nous reste? On a gardé aussi des couches environnementales simples. Alors ça, des questions aussi un peu historiques. C'est souvent demandé s'il n'y avait pas des relations entre le phénomène et certains types d'environnements comme les rivières, les fleuves ou les forêts. Alors, il y a un double intérêt, c'est que d'abord du point de vue philosophique, si le phénomène s'intéresse à l'environnement, peut-être que des zones où il y a des tracés de pollution, il peut y avoir une corrélation. Mais surtout aussi, j'ai envie de dire du point de vue du traitement des données. C'est-à-dire que si on cherche à réduire notre espace de recherche, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu qui s'appelle Akinator. Oui. Qui répond par oui ou par non. Bah, c'est un peu pareil. Avec les forêts et les rivières, vous faites un Akinator. C'est-à-dire qu'en gros, vous couvrez une grande surface du territoire. Donc, soit ça marche, soit ça marche pas. Si ça marche pas, eh ben, vous avez exclu finalement une bonne partie du territoire de la couverture de France. Et ça permet quelque part derrière cette étude de refocaliser la recherche. Donc ça, c'est intéressant aussi pour ça. Voilà. Et j'en viens aux résultats qui sont là. Alors, on a eu trois grandes corrélations, effectivement, trois variables qui ont super bien marché. Bien sûr, la densité de population, ça c'est extrêmement corrélé. On a ce qu'on appelle une mesure de p-value. Alors c'est un peu le langage du statisticien ou du mathématicien, mais en gros l'idée c'est de voir si ça peut être
dû au hasard ou pas. Et là, il n'y a aucune chance que ce soit dû au hasard. En gros, une p-value vous indique que votre hypothèse, elle peut être retenue quand on est à moins de 5%. Alors, faut l'exprimer en pourcentage. Là, j'aurais pu le faire pour vous simplifier la lecture. Mais en gros, à 0,05, vous êtes à 5%. Parce qu'il faut ramener ça, c'est un chiffre entre 0 et 1 qui est donné dans ce tableau. Donc, vous avez donc 3 variables qui sont toutes les deux nettement meilleures en termes de résultats que ce qu'il faut pour l'expliquer. Enfin, pas expliquer, pardon, pour avoir une hypothèse qui soit viable et qui soit qu'on puisse retenir en quelque sorte. Donc le nucléaire marche très très bien. Les sites pollués marchent très bien aussi. Et avec les zones humides, ce qu'on appelle wetlands, qui sont les zones de rivières et d'eau, on est à 6%. C'est-à-dire qu'on est un peu limite. On mettrait une étoile si on était dans l'analyse mathématique en psychologie. On pourrait mettre et on met 2 étoiles quand on est à moins de 5%. Donc ça ce serait à revalider ou à valider, mais en tout cas, il y a des choses qui se passent. Et on a ensuite obtenu cette carte à gauche. Cette carte qui s'appelle la carte des résidus. En gros, avec ces 3 premières variables en vert, vous refabriquez la distribution des phénomènes inexpliqués en France. Vous prenez ces 3 variables, vous les mettez dans un modèle. En gros, c'est comme si vous avez un modèle météo qui vous donne la répartition des nuages. Alors, il n'est pas dynamique, hein, mais déjà, il faut ces 3 variables, ces 3 ingrédients, entre guillemets, pour le faire. Et à gauche, on a en rouge les zones qui restent inexpliquées. Une fois qu'on a réussi à expliquer, on va dire, la répartition de tous les phénomènes avec ces trois variables, on a des zones en rouge où il y a des trucs qui ne marchent pas encore. Et là, c'est toute la question. Alors, et c'est là où il faut reprendre sa casquette, j'ai envie de dire, d'anthropologue du futur, et de se reposer un peu des questions sur les hypothèses pour essayer d'avancer. Est-ce que là, jusque-là, tout vous suivez ça... Super. Bon. Une chose, Michael, avant de changer de sujet, par rapport à cette étude, est-ce que tu l'as transposée sur d'autres pays ou c'est resté que sur la France? Malheureusement, ce que je t'expliquais, c'est la difficulté, c'est d'avoir des données qualifiées. La donnée. D'accord. Ouais. Parce que tu sais que la vague de l'Hudson River, dans les années 80-90, au-dessus de New York, une corrélation a été faite. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais New York est l'une des zones où il y a le plus de lacs et d'eau, en tout cas, D'accord. dans le monde. Voilà. Et donc, Ils l'ont fait comment, cette corrélation parce que il faudrait la regarder par rapport à d'autres lieux. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. Voilà, si ça avait été Ouais. étudié. C'est bien la difficulté, si tu veux, c'est qu'effectivement, on est sur une étude en spatial, il faut arriver à avoir de l'homogénéité, c'est-à-dire avoir des données spatiales sur plein d'endroits, sur une zone suffisamment vaste pour commencer à pouvoir tirer entre guillemets, des conclusions, en tout cas des informations qui soient intéressantes. En tout cas, tu me l'apprends, donc je regarderai. Il ne faudrait pas, par contre, qu'ils aient mélangé, si tu veux, l'information, on va dire, temporelle, chronologique, avec l'information spatiale. Sinon, ça n'aurait pas de valeur. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Tu as le bouquin où a contribué Jacques Vallée, Bob Pratt, Alan Hynek. D'accord. Au-dessus de la Hudson River. Je ne sais pas si la donnée est dedans. En tout cas, voilà, j'en ai pris connaissance. Je ne vais pas te cacher que je ne me souviens plus de la source. Et la source est très importante, bien évidemment. Mais si je la retrouve, je te l'envoie rapidement. Avec grand plaisir. Pour rebondir aussi là-dessus, ça m'a fait penser que dans la base du GEPAN, puisque bon, je la conçois aussi, il y a un moment donné, j'ai vu un cas qui était remarquable dans le nord de la France, un double cas, à l'échelle de plusieurs dizaines d'années de différence, et 2 témoignages indépendants, des gens qui ne se connaissent pas, sur la même petite rivière, toute petite,
la description du phénomène qui vient en stationnaire au-dessus de la rivière, et il y a une interaction entre la rivière et le lieu et le phénomène. Et ce que je trouve toujours intéressant, il faudrait presque avoir une base de données constituée que de ces cas-là, c'est quand une forme d'interaction, entre guillemets, peut être constatée entre le phénomène et l'environnement. Que ce soit une proximité immédiate, c'est-à-dire que le phénomène est quasiment posé, ou que ce soit des rayons lumineux ou des choses particulières qui peuvent être observées par le témoin. Parce que là, ça a d'autant plus de valeur, j'ai envie de dire, dans ces recherches de corrélation environnementale. Et effectivement, en voyant cette double corrélation dans le temps, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça a de particulier? Qu'est-ce que cette rivière a de particulier? Et toute petite, hein, en plus. Et en fait, c'est une tourbière. Et ce qui est assez marrant, c'est que les tourbières, je ne sais pas si vous savez, mais ce sont des accumulateurs d'informations. Parce que elles vont, à l'échelle de dizaines d'années, sédimenter de la boue et des feuilles et des végétaux, etc. Et ces sédiments, on peut les analyser. Et en les analysant, on a très rapidement une très bonne, j'ai envie de dire, vision de ce qui s'est passé dans l'environnement proche. Mais bon, c'est une parenthèse, c'est très, on va dire, hypothétique. Et mais c'est un sujet à, objectivement, moi je trouve qu'il serait intéressant de regarder et d'explorer. Donc, pour revenir à ce qu'on disait sur l'aspect spatial, ça nous fait, ça donne l'impression que le phénomène effectivement a une casquette écolo. Écolo, en tout cas, on dit souvent contrôle, théorie du contrôle. En fait, c'est avant de pouvoir contrôler. Ça, on voit ça en intelligence artificielle. Hein, il faut, avant de faire un système de poursuite, c'est-à-dire qui va modéliser votre environnement, on va d'abord devoir collecter de l'information. Et en fait, vous avez la Terre qui est un système complexe, il y a des millions de variables, des milliards. Pour pouvoir modéliser tout cet environnement, il faut être en permanence en train de, comme on n'en est pas capable, personne n'en est capable, il faut être en permanence, ce que font les systèmes d'IA, de collecter de l'information pour pouvoir poursuivre, entre guillemets, les analyses et pouvoir à chaque fois les remettre en phase avec la réalité et de pouvoir effectivement affiner les projections sur ce que pourrait devenir cet environnement. Alors, il y a cet aspect-là. On peut se dire, oui, ok, le phénomène, on parle d'hypothèse encore une fois, c'est un phénomène qui collecte de l'information. Il collecte de l'information éventuellement pour modéliser et à partir de là, on peut contrôler. Une fois que tu as un modèle, tu peux anticiper. Donc il va pleuvoir, tu peux sortir le parapluie. Il va, je sais pas, il va y avoir une explosion nucléaire, ils vont se taper sur la gueule. Je vais, pareil, pouvoir anticiper. Mais il y a un truc quand même un peu bizarre dans tout ça, ou gentil. Alors soit ce sont effectivement des militaires, mais il y a un côté ostentatoire. Et rien n'oblige, entre guillemets, un phénomène qui serait ultra avancé à être ostentatoire. Je vais dire deux choses là-dessus. On sait déjà que les militaires travaillent sur des nanocapteurs embarqués dans des cailloux. Donc vous mettez des cailloux dans un champ, ou là où vous voulez collecter de l'information, vous les balancez, de la nanotechnologie, vous revenez les chercher plus tard, vous avez toute l'information ou pas, parce qu'à la limite il y a des transmetteurs. Ça colle pas vraiment avec cette hypothèse de surveillance pure. Et de l'autre côté, le phénomène est très probablement capable de se rendre totalement invisible, le cas échéant. S'il était vraiment un phénomène, si c'était un phénomène entre guillemets très avancé, très éloigné de nous en termes de capacité, et invisible au radar, invisible à la vue. Donc totalement, il utiliserait ce que j'appelle une forme de bulle de contrôle, c'est-à-dire qu'il déploierait autour de lui. On peut imaginer que dans le futur, on pourra voir tous nos systèmes comme ça, c'est-à-dire ils auront tous une capacité de collecte de l'information plus ou moins dense dans un rayon de X mètres. C'est-à-dire que 100 mètres autour, 200, 300, jusqu'à X milliers de kilomètres, avec leurs capteurs qui seront embarqués. Tous nos systèmes vont être capables de mieux en mieux maîtriser l'environnement dans lequel ils se produisent.
entre guillemets, un phénomène ovni. Moi, c'est ça qui m'amuse beaucoup aussi des fois. Je trouve ça très très rigolo presque. Le phénomène ovni qui parfois peut être surpris par l'observateur humain. Je ne conçois pas, ou alors c'est soit c'est un racontard, c'est possible. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein, ceci étant. Soit c'est une hallucination, c'est possible aussi. Et soit il y a vraiment un phénomène, mais est-ce qu'il est vraiment en train de faire ce qu'on croit qu'il fait, entre guillemets. Et on connaît bien comment les services secrets fonctionnent aussi, par exemple, le système de couverture. Il n'y a pas de raison qu'un phénomène, entre guillemets, avancé n'agisse pas de façon totalement, on va dire, maîtrisée. Et en maîtrisant aussi ce qu'il laisse à montrer. C'est ça que ça veut dire. Et j'en reviens à cette idée de, à un moment donné, de jeu de théâtre. C'est-à-dire que le phénomène, finalement, est-ce qu'il ne serait pas en train de faire un jeu de théâtre? C'est-à-dire que, oui, peut-être de la collecte environnementale, tel qu'on le voit dans les corrélations, mais derrière ce jeu de théâtre, est-ce que ce n'est pas finalement de la communication aussi? Alors, et donc, de la communication volontaire. Et auquel cas, il y aurait au moins un type de communication qu'on voit apparaître avec le nucléaire, c'est la communication vers les armées et vers les militaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le côté ostentatoire, c'est fait pour être vu. C'est ça que ça veut dire. C'est pas simplement je viens collecter de l'information. Ça pourrait, mais ça n'aurait pas de sens du point de vue de la manifestation ou de la façon dont on pourrait imaginer que l'homme du futur se comporterait même vis-à-vis de lui-même. Et puis si c'était, moi je sais pas, des Israéliens ou des Américains qui viendraient avec des drones à un moment donné, comme en 2014, on essaierait peut-être d'être un peu plus furtif. J'ai été enquêté à Golfech. Dans la reconstitution que j'ai pu faire, j'ai vu que effectivement le phénomène c'était pas petit. Et ce qu'il y a d'assez surprenant aussi, c'est ce côté souvent ostentatoire, fait pour être vu par le témoin ou les témoins qui le regardent. On peut parler de la vague du 5 novembre aussi, qui est intéressante en ce sens, puisqu'on a la désintégration d'une fusée russe, Proton, ouais. Et en même temps, on a des observations en France Ouais. et qui ont lieu et qui n'étaient pas dans la trajectoire de cette désintégration. La désintégration quittait les environs de Biarritz pour aller jusqu'à Strasbourg, donc dans une ligne droite, et on avait des observations en Bretagne et dans le sud de la France, des triangles stationnaires. Ouais. Et là, on se dit, bon, on est dans ce que tu dis, hein, l'ostentation, et en même temps aussi un phénomène qui nie sa propre existence. C'est ce que disait Fabrice aussi. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est assez. Ouais, et quand et là, effectivement, quand je dis ce côté qui nie un peu sa propre existence, c'est au sens qui, moi, tel que je le vois, c'est de dire, il ne laisse pas de technologie, ou en tout cas, laisse pas apparaître de choses qui nous apprendraient quelque chose de lui, autre que sa présence, autre que marquer les esprits, entre guillemets. Et donc, quelque part, faire ce chemin, entre guillemets, que l'on a vu tout à l'heure dans cette hypothèse d'apprentissage avec, bon, ces théories que vous connaissez, hein, sur l'ethnocide culturel, Robert Jolin. Et en gros, pourquoi il y aurait un apprentissage? L'hypothèse phare, c'est de dire, effectivement, préparer les consciences et faire diffuser petit à petit de l'information dans la société. Et le truc là-dessus, quand même, et ça rejoint un peu l'approche que j'ai eue sur ces zones rouges qui restaient inexpliquées. Je me suis dit, mais s'il y avait vraiment cet apprentissage, justement, est-ce qu'on pourrait pas essayer de le retrouver dans l'espace? Alors, et pourquoi je me suis dit ça? Je me suis dit ça parce que il manque un truc là. On serait plutôt dans de la communication directe, plutôt de la communication, on va dire, comme s'il y avait plusieurs niveaux de communication du phénomène. Un phénomène qui c'est pareil, hein, je ne veux pas réduire le phénomène non plus à des taux les boulons, c'est impossible. Faut bien savoir que à chaque fois que je parle de tout ça, il y a toujours un très grand nombre d'explications. Et là, ce dont on parle, c'est peut-être 2-3% des phénomènes, pas plus. Donc c'est aussi ce qui rend complexe l'analyse, c'est qu'à chaque fois,
on a plusieurs niveaux d'analyse qui sont possibles. Et là, dans cette approche complémentaire, c'était de chercher dans l'espace, finalement, cette théorie d'apprentissage. Et je me dis, est-ce que ce serait pas ça finalement? Est-ce que c'est pas ça qui nous manque? Pourquoi je pense à ça? Parce que dans le temps, ce qui était remarquable tout à l'heure, par rapport à ce qu'on a vu, c'est cette volonté d'optimiser, mais vraiment d'optimiser à mort. Alors, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que le phénomène cherche vraiment à minimiser quelque part ses actions, donc son impact potentiel sur la société. C'est-à-dire que, en quelque sorte, apprentissage, oui, mais apprentissage absolument limité et probablement chirurgical. Et si l'apprentissage était chirurgical dans l'espace, comment je m'y prendrais? Et là, moi, je raisonnais comme ça en voyant cette carte quand on a fait l'étude. On avait sorti ça. Je me dis, mais c'était en 2000, à peu près en 2010, 2012. Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait être? Et puis j'ai pris prenons l'exemple d'un prof. Un prof qui parle à une classe d'élèves. Mettons que la classe d'élèves soit des Français. Et il va chercher à parler à des Français de façon, on va dire, ciblée, indépendante, et il veut vraiment minimiser. Il veut pas être ostentatoire. Il veut minimiser son discours. À qui il va s'adresser, entre guillemets? Est-ce qu'il va s'adresser aux élèves qui sont instruits, qui connaissent déjà un petit peu le phénomène, ou est-ce qu'il va s'adresser aux élèves qui sont moins instruits et qui ignorent le phénomène? Je laisse répondre. À votre avis? C'est le prof qui veut augmenter le niveau moyen de sa classe le plus rapidement possible et avec le minimum d'efforts, en évitant le nombre de répétitions et d'interventions. Et un jour, je fais tilt là-dessus. Je me suis dit, il cible, entre guillemets, les mauvais, ceux qui doivent. Pourquoi? Alors ça vient aussi plutôt ça vient de la théorie de l'apprentissage, justement. En fait, ce qu'on voit, c'est quand on apprend une leçon, ou quand on apprend un geste technique, n'importe quoi, on a une courbe qui fait ça. C'est-à-dire qu'au début, on apprend très très vite, et puis après, alors on a toujours des choses à apprendre, mais elles sont de plus en plus complexes, de plus en plus abstraites, et on finit par plafonner sur notre vitesse d'apprentissage. Alors quand le sujet est nouveau, on défriche, on arrive, etc. Et là, on se met dans ce cas de figure, c'est-à-dire de personnes qui, à la limite, ne connaissent pas le phénomène, le rejettent, l'ignorent, ne veulent pas en entendre parler à l'extrême. Et donc, on est là pour les sensibiliser. Et dans cette approche, elles ont tout à apprendre quelque part. Et c'est pas, entre guillemets, des ufologues qui sont ciblés dans ce cas-là. C'est pas des gens qui sont instruits, j'ai envie de dire, au sens qui ont fait des études universitaires ou je ne sais quoi. Pourquoi? Parce que en général, ce sont des gens qui ont eu l'occasion d'avoir ces discussions avec des copains, des amis, qui ont pu, même s'ils sont pas d'accord à la limite, mais en tout cas qui ont pu échanger sur le sujet, qui ont été voir des films, qui ont pu en discuter, etc. Ils se sont fait un avis, mettons. Mais quelque part, on va cibler plutôt, dans ce cas-là, en tant que prof, des gens qui sont entre guillemets, vierges. Et quand on cible ça, c'est un peu comme vacciner, en fait, le territoire, dans cette image. On va cibler ces personnes avec leur réseau qui est autour. C'est-à-dire que quand il y a une observation, rarement, alors, c'est difficile, parce qu'une observation, surtout quand elle est très, très puissante, peut être vue à l'extrême comme un viol par l'esprit de la personne qui le reçoit. Alors, je sais que l'image est un peu décalée, elle est dure, mais ce qu'on voit dans les données, c'est que, vous savez, un viol, en général, on dit qu'il faut 10 à 12 ans avant d'en parler. Tellement il y a un blackout qui se fait, c'est extrêmement violent pour la personne qui le subit, et c'est un rejet qui parfois peut même être pas maîtrisé, qui est inconscient. Et petit à petit, les choses s'apaisent, ou en tout cas, elles prennent de la rondeur et on peut commencer à en parler. Et on voit qu'on a ce genre de mécanisme dans les témoignages. C'est-à-dire que les gens mettent souvent du temps à s'ouvrir. Et malheureusement, parce que
au bout de plusieurs années, la mémoire, hélas, a travaillé aussi. Ce qui fait que qu'il est plus facile d'en parler, fait que là aussi, la mémoire est souvent moins bonne. Et on a reconstruit aussi les souvenirs. Donc, les témoignages souvent les plus lourds et les plus intéressants, ce sont les témoignages qui mettent le plus de temps à être exprimés. Il y a Jacques Vallée appelait ça la théorie de la colline. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est-à-dire qu'en gros, si le témoignage est peu étrange, vous n'allez pas vous déplacer pour en parler. Si le phénomène est très étrange, un peu plus étrange, allez, on commence à en parler autour de soi, ses copains. Et si ça commence à être trop étrange, là, vous n'allez pas en parler à tout le monde parce que le ridicule, etc. Et quand c'est trop étrange que ça devient violent, parce que ça bouscule toutes vos conceptions, alors à ce moment-là, vous pouvez mettre des années effectivement avant d'en parler. Et on a ce signal, on peut le retrouver, nous, dans le temps que mettent les gens entre le moment où ils ont fait leur observation, c'est assez simple de le voir dans les bases de données, et le moment où ils vont témoigner. Et on retrouve un pic, moi ce que j'ai constaté au bout de 7 ans, pas un pic, une réaugmentation du nombre de témoignages, au bout de 7 ans après l'observation. Tout ça pour dire que le phénomène, quand il est perçu, se diffuse, mais se diffuse autour de la personne et en fonction de son intensité, va plus ou moins se diffuser. Donc c'est un peu vraiment comme un vaccin sur le territoire. Il va y avoir un jeu de réseau. Si la personne est assez ouverte, etc., ou si elle tombe sur de bonnes personnes qui la font parler, ça peut aller plus vite. Mais en général, c'est assez intéressant parce que on sait qu'on ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Il y a plein de témoignages qu'on ne voit pas, qui restent inconnus et qui sont pourtant présents. Je suis d'accord avec toi, Michael, puisque par rapport au réseau que Daniel gère avec André, Marie-Hélène et beaucoup d'autres, on reçoit beaucoup de témoignages qui datent des années 90. Hein. Et j'ai toujours eu intuitivement la sensation qu'il fallait étudier le phénomène avec un certain décalage. Tu vois, c'est pour ça qu'actuellement on dit qu'on est en période d'accalmie. Peut-être que les gens qui observent maintenant le raconteront dans quelques années. Peut-être aussi. Je suis d'accord avec ton analyse. Et j'ai une dernière question, après je laisse la parole à Fabrice. Est-ce que tu constates une accalmie actuellement en termes d'observation, de recueil de témoignages? Est-ce qu'on vit quel type de période en termes d'observation d'OVNI? Écoute, typiquement du point de vue des vagues d'observation, pour l'instant, on est toujours, on ne voit pas de vagues d'observation, en tout cas à l'échelle mondiale. Hein. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'on est plutôt dans cette phase. Et je disais, par rapport à cette approche où l'information serait en train de se diffuser plus par la société humaine en tant que telle que par le phénomène en tant que lui-même. C'est-à-dire qu'il y a eu probablement, il y a eu dans les années 40, il y a eu ces grands pics, mais une fois que quelque part l'humanité s'en est saisie de ce sujet, le travail se fait tout seul en quelque sorte. C'est-à-dire que le travail consiste à, entre guillemets, faire en sorte que les gens s'habituent, si on peut appeler ça un travail, mais en tout cas, les consciences sur le sujet sont de plus en plus ouvertes. Moi, ce que je constate, ce qui est assez incroyable, c'est de regarder les reportages de la fin, ou même des années 60 ou 70, des journalistes qui se moquent des témoins, et voir comment le regard, malgré tout, de la société a changé, voir qu'aujourd'hui, les petits gris, on en voit partout à la télé, dans les émissions, enfin dans les films de science-fiction. C'est la banalisation du phénomène, finalement, dans les consciences qui s'est produite. Et d'une part, côté grand public. Et côté scientifique, quelque part, le chemin se fait tout seul aussi. Il y a quasiment plus besoin de pousser, j'ai envie de dire, de mettre d'énergie, comme les vagues d'observation le font dans la société. Parce que les scientifiques sont en train de découvrir des exoplanètes, sont en train de définir de nouvelles notions d'exobiologie, et ils sont amenés à penser la vie ailleurs de plus en plus. Et quelque part, c'est comme si on avait un chemin qui se creuse dans les consciences sur deux côtés. D'un côté, le grand public, par la culture qui se diffuse, et de l'autre côté, par l'aspect scientifique, grâce aux découvertes, avec une convergence qui, là encore une fois, correspond bien avec cette date qui serait celle de 2035, qui serait de la prochaine vague.
Et la médiatisation actuellement du phénomène par Et la méditation, les autorités américaines qui parlent. absolument, Voilà. mais qui va aller en s'amplifiant de toute façon. C'est pas quelque chose, à mon sens, qui va diminuer. On devrait avoir une convergence, on va dire, sur plein d'aspects, à la fois sur les aspects scientifiques, peut-être dans les 10 prochaines années ou 15 prochaines années, avec, par exemple, ça, c'est des choses qui peuvent être attendues avec les nouveaux réseaux de télescopes, comme le SCA, qui est en train de se construire, avec des signaux intelligents qui pourront peut-être être captés. Alors, on est bien sûr dans le spéculatif, mais très honnêtement, ce ne sont pas des choses qui sont à écarter parce que, encore une fois, il y a tellement d'espace là-haut, tellement de possibilités en termes d'exoplanètes avec de la vie, que cette fameuse équation qui nous permet de calculer le nombre de civilisations intelligentes qui pourraient exister, finalement, on voit bien qu'elle laisse de plus en plus d'espace, probabilité à l'existence d'autres intelligences.